OIN, c'est l'opération d'intérêt national qui est appliquée sur la basse plaine du Var, sur 10 000 hectares dans ce secteur. L'embouchure du Var, la basse vallée du Var et l'embouchure du Var, c'est un espace qui reste relativement, enfin préservé, ce serait beaucoup dire quand on le connaît, mais relativement peu urbanisé par rapport à l'ensemble de l'urbanisation qu'on a tout le long de la bande côtière. Et ça, c'est pour différentes raisons, qui sont à la fois des raisons géographiques. Le fleuve Var est un fleuve torrentiel, difficile, dangereux, auprès duquel on n'a rien fait pendant très très longtemps. Il était, maintenant, ça fait partie de Nice, mais en fait, par rapport à la ville historique de Nice, tant qu'elle restait une relativement petite ville, jusqu'au 19e siècle, le Var, il est quand même à 5 ou 6 km de Nice. Il y avait Carras, qui était un village à l'époque, un village portuaire, un petit port côtier, qui a été englobé dans Nice, et Nice s'est étendu jusqu'au Var, mais jusque-là, c'était assez éloigné de la ville. Et ensuite, c'était la frontière. C'est resté la frontière entre le comté de Nice et la Provence de 1388, jusqu'à l'annexion en 1860, avec deux courtes périodes où Nice a été française, sous Louis XIV et sous la Révolution et l'Empire. Mais tout le reste du temps, on était à la frontière. Donc à la fois le danger que constituait le Var, la difficulté à le franchir, les ponts qui ont été plusieurs fois emportés, et le fait que ce soit une frontière, ont fait que c'est resté une terre qui a été assez peu bâtie, assez peu construite, et qui est restée finalement assez sauvage d'une certaine façon. Donc cet espace, il a servi. D'abord, il a commencé à être aménagé seulement au milieu du 19e siècle. Les premiers endiguements sont de cette époque-là. Et c'est surtout après l'annexion en 1860 qu'on a réellement construit des digues. Et bon, il y a un secteur qui est bien connu, qu'on appelle digue des Français. On l'appelle digue des Français parce qu'elle a été construite à l'époque où Nice est devenue française. Donc après 1860, assez rapidement, c'est les premiers aménagements qui ont permis de canaliser un peu, de domestiquer un peu le cours du Var et de commencer à avoir des secteurs qui sont devenus constructibles dans les plaines alluvionnaires, mais surtout qui sont devenus des terrains agricoles. Parce que la première chose, avant d'y construire comme on le fait maintenant, c'est que l'endiguement a permis de rendre agricole ce secteur, compris entre le cours qu'on connaît actuellement, qui est celui où passe la route métropolitaine maintenant, puisque c'est la M6202, entre la route métropolitaine qui de fait est une digue et les collines, tout ce secteur agricole dans lequel peu à peu l'agriculture n'a pas disparu mais a diminué. Et cet espace, à partir des années 50-60, il a servi de fourre-tout. C'est-à-dire que quand on avait besoin de construire quelque chose qu'on ne savait pas trop où le mettre, on le mettait là, sans trop y réfléchir. Bon, on a fait le centre administratif, on y a fait le stade Charles Hermann, on y a fait différentes choses, on a envisagé d'y faire la prison, on y a fait un autre stade, celui de rugby, quand il a fallu le déménager, on y a fait des locaux universitaires, on y a fait aussi, effectivement, pour supprimer les bidonvilles, on y a fait quand même aussi du logement à bas coût, on y a fait des tas de choses, jamais en réfléchissant à une organisation globale. On a mis ça comme ça un peu au hasard des espaces qui étaient disponibles. Donc maintenant on arrive à la naissance de l'OIN. Donc la ville de Nice, elle utilisait cet espace. Depuis Médecin jusqu'à Pérat, tous les maires ont fait ce dont ils avaient besoin ce qu'ils avaient besoin d'utiliser. Ils l'ont mis à cet endroit-là, bon, jusqu'à la salle de spectacle, Nikaya, etc., etc. Et donc, il y avait une opposition quand même assez forte entre Pérat et Estrosi, et le département lorgnait un peu sur cet espace. Et le moyen de récupérer, de prendre la main sur la ville de Nice, pour Estrosi à l'époque, c'était de passer par une opération d'intérêt national
qui retirait beaucoup à la ville la possibilité de faire ce qu'elle voulait. Bon, finalement, comme l'opération a été lancée à ce moment-là, après ça, c'était de toute façon difficile de l'arrêter. Il n'est pas certain que maintenant, il en aurait eu autant besoin avec la ville de Nice et la métropole, mais à l'époque, c'était une façon extrêmement pratique pour lui, en tant que président du Conseil général, de prendre la main sur cet espace. Donc, l'OIN, c'est une procédure, effectivement, opération d'intérêt national, qui fait qu'on passe au-dessus de toutes les réglementations autres. On passe au-dessus des plans du SCOT, du PLUS, du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, du PLU, enfin des PLU des différentes communes. Si on décide que l'opération qu'on doit y faire rentre dans le cadre de l'opération d'intérêt national, on n'a pas besoin de se soumettre, il suffit de déclarer que c'est d'intérêt général et que c'est dans ce cadre-là. Et voilà, on peut construire ce qu'on veut, grosso modo, en passant au-dessus des règlements locaux. Mais pour ça, quand même, il faut justifier de l'intérêt. On ne peut pas déclarer qu'un endroit est d'intérêt national et que l'opération qu'on va y faire est d'intérêt national si on ne le justifie pas. Bon, c'est une procédure qui existe quand même depuis assez longtemps. Les premières, ça a été les villes nouvelles dans la région parisienne. L'intérêt qu'il y avait à cette époque-là, c'est que non seulement on déclarait que c'était d'intérêt national, l'État pouvait prendre la main et tout décider, mais il donnait de l'argent aussi. Il le finançait. L'inconvénient maintenant, c'est que ces opérations, elles ont gardé l'aspect négatif du point de vue de la façon dont elles sont montées, dont elles sont administrées, dont elles sont gérées, mais par contre, il n'y a plus l'avantage qu'on avait à avoir de l'argent de l'État qui y était mis. Donc pour justifier, on demande un rapport. Un rapport, ça a été M. Baoum qui l'a fait, ce rapport. Et donc, effectivement, les justifications, eh bien voilà, on constate dans le rapport qu'il existe une métropole azuréenne. Cette métropole azuréenne, elle s'étend de l'Est varois jusqu'à Gênes. On est large, hein. Elle compte 3,5 millions d'habitants. Et la plaine du Var, eh ben, elle est juste là. Elle est appelée à en devenir le cœur. Tout bonnement. Bon, et ça se justifie qu'elle en devienne le cœur, non seulement parce qu'elle est à peu près à égale distance de l'Est-Var et de Gênes, mais elle est là où il y a l'aéroport qui est l'une des 2 portes d'entrée en France, qui est la porte d'entrée sud de l'Europe, qui a un rayonnement de dimension mondiale. Tandis que Marseille et Gênes ne sont que de dimension méditerranéenne, et Barcelone n'est que de dimension européenne. Autrement dit, on est à Nice d'une dimension supérieure, non seulement à Marseille et à Gênes, mais aussi à Barcelone. Donc évidemment, ça justifie déjà là qu'on en fasse une opération qui porte un intérêt qui dépasse largement Nice. Quand on constate en plus que le modèle économique azuréen, il est particulier parce qu'il est la rencontre des élites politiques, intellectuelles et économiques mondiales avec un environnement d'une qualité exceptionnelle. Après, on ne peut pas échapper, évidemment. Voilà. Seulement, quand on lit un peu plus loin le rapport, on s'aperçoit aussi qu'il s'agit, au travers de l'OIN, d'offrir un champ d'expérimentation et de démonstration pour la mise en œuvre de principes de développement durable de haute qualité, pour permettre à la France de tenir un rang mondial élevé dans la promotion de politiques en faveur de la construction de zones de vie et de prospérité respectueuses des équilibres naturels, et de pouvoir vendre le concept clé en main dans le monde entier. Donc finalement, on se rend compte que tout le beau discours qu'on a donné au début, il est quand même pour justifier une opération économique essentiellement. Sur ce beau rapport, l'OIN est décidé. C'est un décret, ça se prend au niveau du gouvernement. Il est pris en mars 2008, ça fait donc 5 ans qu'il a été pris. Depuis 5 ans, l'OIN, c'est un secteur, et il est défini, et a été mis en place pour le gérer, l'EPA, l'établissement public d'aménagement. Au moment où le décret est pris, les réactions contre sont rares. Parce qu'en fait, malgré tout, il y a quand même une partie
des gens qui ne sont pas extrêmement favorables, qui vont éventuellement s'abstenir quand il va s'agir de voter sur ce sujet-là, qui se disent que c'est une telle pagaille, l'aménagement de la plaine du Var, que si finalement l'État prend les choses en main, on aura peut-être au moins une cohérence dans cet aménagement, que c'est peut-être pas si mal que ça. Si bien que quand le sujet est soumis au Conseil régional, il n'y a que 3 votes contre, qui sont trois écologistes. Les autres écologistes s'abstiennent et tous les autres votent pour. Au niveau de ce qui était la CONCA, qui préfigurait la communauté urbaine et la métropole, le PC, le PS et les Verts s'abstiennent. Mais personne ne vote contre. À ce moment-là, on a des promesses. L'OIN, ça va attirer, et on s'en doute, vu tout ce qui a été dit dans le rapport de préfiguration, ça va attirer les grandes entreprises internationales qui vont ne rêver que d'une chose, c'est de venir installer leur siège là, à cet endroit qui est si formidable, à proximité de l'aéroport, mais dans un cadre idyllique, et puis avec la conjugaison des intellectuels et tout, et du milieu culturel, et des élites politiques et tout, tout le monde va avoir envie de venir là. À l'époque, on nous promet 30 000 emplois. Bien sûr, on nous promet les logements qui vont avec, et puis les équipements commerciaux, les équipements de loisirs, etc. Donc on nous promet qu'on va tout bétonner, mais qu'en même temps, ça va être un projet écologique. D'ailleurs, au bout de très très peu de temps, on ne parle plus de l'OIN, on parle de l'éco-vallée. C'est plus porteur. Quand on voit où on en est 5 ans après, pardon, c'est plutôt décevant pour ceux qui y ont cru. Et c'est une confirmation de ce que craignaient les autres qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours au coup par coup. Les projets arrivent les uns après les autres, très très rapidement. Mais voilà, on plante le stade. Après le stade, on fait le projet d'accompagnement immobilier du stade. Puis la voie de 40 mètres qui conduit au stade. Tout ça par tranche. Après ça, on va déplacer le marché d'intérêt national. On va construire le palais des congrès. On va, là, maintenant, dernière lubie, étant donné les résultats des nageurs niçois aux Jeux Olympiques, on va construire le grand stade nautique. Bon, il n'était pas prévu et tout, mais enfin, dans le prolongement du stade Charles Hermann et du Zénith niçois Nicaïa, ben, on va construire le stade nautique à cet endroit-là. Le constat sur la démocratie, quand on avait dit, les opposants avaient dit, il y a 5 ans, que c'était un projet qui était antidémocratique et anti-écologique, sur la démocratie, eh ben, on constate qu'il n'y a pas de débat public, qu'il est réclamé par les associatifs et une partie des politiques depuis 5 ans, mais qu'il n'y a toujours pas de débat public, qu'on accumule les projets en asphyxiant quasiment les opposants, tellement ça se succède. Il faut se professionnaliser pour pouvoir analyser tout ça. Eux, ils ont des équipes qui travaillent. Ils ont du monde qui est salarié, etc., qui peuvent produire des projets à la chaîne. Un n'est pas fini qu'on produit déjà l'autre. On fait la révision du poste de la Gaude pour y installer le mine. L'enquête publique se termine le 8 janvier. Fin janvier, on commence l'enquête publique pour le PLU. Alors qu'il n'y a pas encore le rapport de l'enquêteur sur le poste. On accumule, jusqu'à épuiser les possibilités pour les opposants. Et là, on ne peut pas dire, ils prétendent pas trop faire de la démocratie, ils reconnaissent eux-mêmes, des fois, ils l'expliquent par exemple dans l'enquête publique pour Nice Méridia, ils disent eux-mêmes que grosso modo ils la font parce qu'ils sont obligés de la faire. Ils ne se cachent pas, ils ne revendiquent pas de nous donner la parole. Là, on n'en est même pas à élaborer ensemble un projet. Même simplement, sur le minimum, on a du mal à simplement donner son avis sur des projets déjà formalisés. On n'a toujours pas, 5 ans après, bien qu'ils disent qu'ils l'aient fait étudier, un projet global de l'aménagement de tout ce secteur. On attend toujours, on le réclame, on ne l'a toujours pas. Alors sur l'écologie, c'est peut-être pas plus intéressant, mais là, c'est pas plus difficile non plus. Mais autant sur la démocratie, ils n'en réclament pas trop, autant sur l'écologie, ils le revendiquent.
Ils revendiquent que ce soit un projet écolo. Et ils sont assez habiles, parce qu'en fait, ils ont récupéré quand même pas mal de tout ce qui, depuis des années et des années, est réclamé. C'est-à-dire que quand ils projettent sur une des dernières enquêtes qui a été faite, c'est-à-dire sur le secteur Nice-Méridia, c'est pas grand-chose, hein. C'est un petit secteur qui se trouve coincé entre les moulins et le lycée, le lycée Thierry-Monnier, voilà exactement, c'est ce petit secteur-là. Donc sur ce petit secteur-là, tout le projet, ils nous disent que les bâtiments, bien sûr, vont respecter des normes écologiques très très sévères, qui vont faire de la mixité, à la fois sociale, parce qu'il y aura des logements sociaux et des logements en accession libre à la propriété. Ils vont faire de la mixité d'activités, puisqu'il va y avoir des logements étudiants, une partie de la fac qui va être installée là, du moins pas de la fac elle-même, mais enfin des locaux universitaires avec des laboratoires de recherche. Il va y avoir des commerces, il va y avoir de l'emploi sur place, on va limiter les déplacements domicile-travail, etc. On va faire de l'habitat relativement dense, ce qui va éviter le mitage du territoire. Enfin, tout un tas de choses qui, effectivement, sont des revendications. Mais simplement, ce qu'ils disent pas du tout, c'est qu'ils justifient pas du tout qu'on fasse ça à cet endroit-là. Ils justifient pas du tout qu'on ait besoin, un besoin quelconque de ces constructions, de ces activités à cet endroit-là. Il n'y a aucun lien avec la ville actuelle de Nice. Tout ça n'est pas justifié. En plus, c'est construit sur des terrains, effectivement, qui étaient des zones inondables, dont on ne peut pas certifier qu'elles ne le soient plus du tout, qui sont en fait dans le lit du Var. Ils ont endigué encore plus fortement le Var. Donc, ils se revendiquent d'un projet écologique, alors qu'ils artificialisent de plus en plus le lit du Var, qui rendent constructibles des zones qui ne l'étaient pas, qui ne font aucun lien avec le reste de l'aménagement de la ville. Alors, dans tous les plans locaux d'urbanisme, on a trouvé un bon truc. On augmente les terres agricoles. En réalité, on prend des terres qui étaient classées nature, on les classe agricoles, donc ça fait beaucoup, parce que là, on peut prendre beaucoup. Et puis, par contre, on classe constructibles les terres agricoles, on faisait du maraîchage. Parce qu'il y a un problème, c'est que une terre agricole, ça peut aussi bien être du pâturage que du maraîchage, que de la vigne, que de l'olivier, etc. Ce qui fait que, par exemple, dans le PLU de Levins, ont été classées en zone agricole tout un tas de zones sur le Mont-Ferrion pour des gens qui font de la promenade à cheval. Et donc ces zones qui étaient inconstructibles ne deviennent pas totalement constructibles, mais ils ont le droit de construire quand même, à la fois pour les chevaux, pour l'accueil, etc., et pour leur propre logement. Donc finalement, on rend constructibles des zones naturelles en les appelant agricoles, et les zones réellement agricoles où il y avait du maraîchage, qui n'ont pas besoin effectivement des mêmes surfaces, mais qui ont besoin d'un autre type de terre, elles sont supprimées. Donc ça, c'est le côté écologique. Bon. Alors, où on en est des promesses? Maintenant, les 30 000 emplois, Estrosi parle de 27 000 emplois potentiels. Et quelques jours après, comme on ne les voit pas arriver, les emplois potentiels, il promet jusqu'à 200 000 euros de primes, avec l'argent public, aux entreprises qui viendraient créer des emplois dans la métropole. Bon, donc, je crois qu'effectivement, c'est la preuve d'un échec, y compris ce qu'il espérait, c'est-à-dire quand même, il espérait ponctionner chez son ami Leonetti les entreprises de Sofia pour les installer là. Mais il y a une résistance plus grande qu'il ne croyait de ce côté-là. Alors c'est vrai que ça rend les choses un peu plus difficiles. Donc il faut résister. Il y a une coordination qui existe. Il y a les associatifs qui font du travail. Il y a des politiques qui font du travail. Je crois qu'il faut y participer. Il faut essayer par les recours et tout d'empêcher tout ce qu'on peut empêcher, de retarder tout ce qu'on peut retarder. Et je crois qu'il faut qu'on renforce, en oubliant les différences qu'il y a eu d'appréciation au début, hein, mais pour une remise, je crois qu'il faut qu'on exige tous une remise à plat de toute cette histoire et qu'on reparte sur des nouvelles bases. Pour notre part,
on se demande s'il ne faut pas retourner le raisonnement complètement à l'envers. Et si on est au centre de 3 millions d'habitants et d'une urbanisation totale, est-ce qu'au lieu de faire une urbanisation encore plus forte au centre, au cœur de cette urbanisation, est-ce que c'est pas là, au contraire, qu'il faudrait garder un poumon vert et redonner, au contraire, à la nature et à des espaces conviviaux, etc., une place, en redonnant, y compris au delta, qui a été relié d'un côté par l'aéroport et de l'autre côté par Cap 3000, sa dimension.